rebonjour tout le monde pour ceux qui étaient présents tout à l'heure. Mais sinon, bonjour à Voilà. tous. Je suis de retour. Il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit problème. Ça fait Mais on partie est du revenu et stream, on est c'est pas bon. grave. Ça fait partie du direct, des problèmes du direct. Et du coup, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui nous voient en live, en direct. C'est Léo et je suis de nouveau accompagné de mon cher ami Damien qui est juste là. Et en plus, comme j'ai petit souci de vidéo caméra, je n'ai pas inversé le truc. Donc il faut que je fasse ça, sinon je vais être absolument déstabilisé par ça. Mais du coup, voilà, bienvenue à tous et bienvenue dans cette émission. Comme d'habitude, pour vous expliquer très rapidement le principe, l'idée c'est de vous présenter différents sports insolites. Vu qu'on est tous les deux passionnés de sport, on adore faire découvrir du sport, on adore débattre de sport, mais on s'est dit que des émissions qui débattent sur le sport en général, les plus populaires comme le football, le rugby, et d'ailleurs on vient d'un podcast qui parlait de rugby à l'époque, dans toutes ses Oh, formes d'ovalie, on s'est dit que voilà, c'était quelque chose qui est déjà fait, refait, surfait, refait. On s'était dit que ce qui pouvait être intéressant, c'est de faire découvrir au public véritablement des sports beaucoup plus insolites, donc des choses qui sont un peu plus obscures, pas totalement non plus, parce qu'on s'est dit aussi qu'il fallait qu'il y ait une sorte d'organisation mondiale, internationale, qui existe pour qu'on ait des choses à raconter. En gros, nous, l'idée, c'est de raconter des anecdotes, de raconter le sport, et donc on s'était dit que ça pouvait être passionnant, et c'est la genèse de l'émission Capsule de sport. Et d'ailleurs, Damien, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Quel est mon eh bien, on va, choix de cette on semaine? va, on C'était va, le on va mien. partir sur un sport japonais, peut-être le plus japonais des sports japonais après le sumo finalement, non? Exactement, tu vois, j'ai mis un t-shirt spécial, Ah spécial ouais. Dragon Ball. Je suis On parti va sur un parler. t-shirt mémorial pour la paix de Nagasaki, acheté là-bas d'ailleurs pour le coup. Parfait. Et donc, on va parler effectivement de Kendo, qui est effectivement un sport extrêmement japonais. C'est, je pense, comme tu l'as dit, le plus japonais des sports, l'un des plus japonais des sports. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de proposer véritablement de participer à la découverte de ce sport qui est un art martial, en fait, qui est assez peu connu sur la scène internationale, mais qui possède une richesse et une profondeur historique assez importante, et surtout, encore une fois, comme tout sport et art martial, une sorte de philosophie, un code autour de cet art martial. Et donc, c'est souvent vu comme une pratique sportive avec une certaine discipline, un respect et une énorme maîtrise de soi. Vous verrez d'ailleurs que le kendo, ce n'est pas aussi simple que tenir un bâton de bambou, frapper son adversaire, c'est pas aussi facile que ça quand on abordera les règles du kendo. Et donc, pour ce sport, on va faire un petit peu le tour, comme d'habitude, de l'origine de ce sport, puis des règles de ce sport, et puis véritablement parcourir certains kendoka légendaires. Alors moi, je n'en ai pas énormément parce qu'il y en a tellement quand on va dans les Wikipédia japonais que j'en ai sélectionné que deux, un homme et une femme, et Hmm. plutôt, je dirais, assez récents. Je voulais pas non plus remonter à trop loin, mais sinon, il y a des légendes de ce sport de partout, bien entendu, au Japon. On parlera des plus grandes compétitions, et puis où le pratiquer et où le voir en France, et puis enfin, les références à la pop culture qui mentionne le kendo. Alors autant vous dire que je n'ai pas osé parler de manga parce que il y en a une quantité astronomique. Il y en a 12 millions, on est d'accord, voilà. Il y en a 12 millions, donc j'ai plutôt essayé de sortir les plus, on va dire, les plus caractéristiques. Après, voilà, on en reparlera lorsqu'on parlera de la pop culture autour de ce sport, mais c'est assez particulier. Puis je sais que toi, Damien, tu as des petites pépites de jeux Ah, vidéo autour du kendo. mais justement, alors, sans aller jusqu'à dévoiler la pop culture, on est quand même sur un sport qui est visuellement extrêmement reconnaissable, mais tu le disais, il est très peu connu, c'est-à-dire qu'on en connaît l'image, on en voit l'image, mais on ne sait pas ce que ça représente derrière et on ne sait pas comment se déroule une passe d'armes au kendo, tout simplement. Exactement. Et c'est pour ça, du coup, qu'aujourd'hui, on va parler de ce sport qui est un mélange, effectivement, d'élégance, mais aussi d'une certaine violence, à la fois physique, mais aussi auditive. Parce que souvent, au kendo,
On a un peu mal aux oreilles quand on est à côté du kendo. Enfin, quand on est à côté de compétition, je dirais, et de combat de kendo. On va vous raconter tout C'est ça vrai. dans le cours de cette émission. Je vous invite, alors juste 2 petites secondes, mais je vous invite du coup, effectivement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch, si vous nous écoutez en direct. Et puis, bien sûr, à vous abonner sur nos podcasts, puisque nous sommes également en rediffusion sur nos podcasts. On est aujourd'hui à notre 12e épisode, cher Damien. C'est déjà le 2e épisode des capsules de sport. Et ce que je te propose du coup, bah, c'est tout simplement de partir à la découverte de ce sport. Et donc, on va commencer comme d'habitude par introduire l'histoire de ce sport. Alors, cher Damien, l'histoire de ce sport remonte bien entendu et est liée à l'histoire du Japon, hein, évidemment. Le kendo est un art martial japonais qui signifie littéralement la Déjà, voie du sabre. est-ce qu'on peut voilà, la voix du sabre. Do pour la voix, ken pour le sabre. La lame ou le C'est sabre ça. d'ailleurs pour le coup? Oui, pour être plus clair, c'est la lame, mais pour faire plus simple et pour que ça soit mieux imagé, la voix du sabre, ça parle souvent plus, en fait, finalement. Voilà, OK. Alors, c'est une version, on va dire, moderne du Kenjutsu, qui est l'escrime au sabre, Alors pratiqué avec jutsu, des... c'est la technique. Pour ceux qui adorent d'ailleurs Et c'est ça. Jujutsu Kaisen pour le coup. Jutsu veut dire technique pour les fans de Naruto aussi d'ailleurs au passage. Donc c'est la Mm, technique, l'ensemble des techniques au sabre. c'est ça. Et donc, le kendo est donc un sport qui est né sur la base des pratiques de sabre et de tout ce qui est autour du katana et des combats avec le sabre et l'épée à la japonaise, c'est-à-dire le katana. Euh, le kendo donc remonte à extrêmement loin. On n'a pas vraiment, on va dire, de moment précis où le kendo serait véritablement né, parce que potentiellement c'est né avant que l'histoire qu'on va raconter ici, qui est au moment où il y a eu l'unification du pays par le shogun Ieyasu Tokugawa aux alentours de l'année 1600, eh bien, pendant cette période, on va dire, d'unification, alors de paix, je ne sais pas si on peut appeler ça de paix, mais en tout cas de calme, on va dire, guerrier et de guerre civile, eh bien, l'escrime au sabre a continué à être enseigné dans le cadre de la formation de la caste dirigeante, celle des bushi, celle des samouraïs, et du coup, de nombreux traités ont été écrits autour du katana, enfin, de la pratique du sabre, durant cette époque. Et donc, le kenjutsu était plutôt lié à une sorte de savoir-vivre et de sabre pour vivre autour de différentes techniques. Et C'est puis, du coup, ça. pour faciliter la pratique... C'est complètement ça, mon Léo. Parce que du coup, au XVIIe siècle, justement, tu fais très bien de le dire, on arrête la guerre civile. Mais il faut quand même continuer à s'entraîner parce qu'on ne sait jamais, pour une raison X ou Y. Et donc, ça devient un loisir, et je mets beaucoup de guillemets par rapport au loisir, et tu dis bien savoir-vivre, effectivement. Ça fait partie, en fait, du manuel de savoir-vivre de la caste guerrière, parce que du coup, les gars se mariaient Mm. entre eux. Et donc c'était une vraie position sociale. Nous, on avait, les nobles, les C'est bourgeois, le ça. clergé qui étaient des castes. Et ben, faut rajouter à ça, au Japon, une caste en plus qui est celle des guerriers. Et donc du coup, comme ils servaient plus à rien, et ben, ils ont entretenu cet art de vivre autour, de l'âme. Donc on commence à envisager la pratique du sabre, et ben, comme une pratique de loisir. Ça y est, ça commence à ce moment-là, ouais, tout à fait. Alors, le problème des katanas, c'est qu'ils sont assez tranchants. Bah, Ça se coupe un peu comme dans du beurre, hein, donc, un petit peu. un petit peu. Donc, du coup, pour éviter de se limiter qu'à des katas, à la fois au sabre raid, donc au katana, voire au sabre de bois, donc au boken, éventuellement, mais ça fait quand même mal hein, de taper un boken, hein, ça fait aussi C'est du mal. bois massif. Eh bien, Naganuma Shirozaemon Kunisato pardon, a développé au début du XVIIIe siècle une technique avec le sabre en bambou. Et ensuite, différentes protections afin d'autoriser des frappes réelles pendant les assauts. Donc il faut considérer que la naissance du kendo est du fait d'une volonté de pouvoir continuer à pratiquer l'art du sabre en essayant d'avoir le même impact. C'est-à-dire de ne pas se restreindre
de ne pas se limiter en termes de puissance des coups portés par l'arme et par le sabre. Et donc, le kendo a été inventé dans cet objectif de continuer à pratiquer l'art de l'art du katana avec la même puissance que si on voulait tuer son adversaire. Et donc, bien sûr, avec ses protections, avec le sabre en bambou, on a beaucoup amélioré le matériel pour atteindre la forme définitive que nous lui connaissons aujourd'hui, qui s'est stabilisée aux alentours de la fin de l'ère Edo, hein, globalement, aujourd'hui. Alors, il faut savoir que du coup, il y a eu ensuite la restauration de Meiji, ou la révolution de Meiji, qui a lieu après 1868. Et à ce moment-là, le port du sabre est interdit par décret impérial en 1876, donc quelques années après la fin de l'époque Edo, et surtout la caste des samouraïs est dissoute, la caste La des caste bushi est est abolie. dissoute, Eh oui. est abolie, et du coup les arts martiaux tombent en désuétude, et notamment les arts martiaux avec les armes tombent en désuétude à ce moment-là. Et parce qu'il y a l'introduction notamment des techniques militaires occidentales, parce que on voit bien que les Occidentaux, quand ils arrivent, ils ont des pistolets, ils ont Et puis, voilà, Et des puis, et trucs comme puis, et ça, puis quoi. pour le maintien en forme des troupes, on crée de nouveaux arts martiaux à partir des pratiques anciennes. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que naît le judo, par exemple. C'est à ce moment-là qu'on codifie le karaté qui vient d'Okinawa, qui est la technique de la main ouverte, de la main vide, parce que justement, ça permet déjà de se maintenir en forme, ça permet de maintenir les troupes, ça permet aussi, alors dans le cas du karaté, d'avoir une technique de défense justement qui soit typiquement japonaise et qui permette de se battre si on n'a pas d'armes. Sauf que tu le dis, hein, tu viens de le dire à l'instant, il n'y a plus besoin de lame maintenant. On a des pistolets. Exactement. Alors du coup, le Kenjutsu quand même renaît toutefois 2 ans après ce décret impérial en 1878 dans les écoles de police. Et la première fédération d'arts martiaux, la Nihon Butokukai, pardon, je recommence. La Nihon Butokukai est créée à Kyoto au sein du dojo Butokuden en 1895. Donc c'est la première fédération d'arts martiaux intégrant les techniques avec les armes. Ça s'appelait Kenjutsu, donc le kendo s'appelait Kenjutsu, c'est en 1912 qu'on change de nom et qui est fait pour la première fois mention de kendo dans la publication des Nihon Kendo no Kata, donc tout ce qui est kata. Finalement, c'est assez Qui est une récent en centaine de fait. kata. Oui, c'est assez récent. Et aujourd'hui, effectivement, le kendo est maintenant assez connu parce que c'est un art martial qui est assez symbolique du Japon, hein, aujourd'hui. Et surtout quand le Japon a commencé à s'exporter et un peu essayer de s'ouvrir au monde, eh bien, le kendo faisait partie des enseignements qui s'est un peu exporté à l'étranger. Voilà. Il y a eu quand même une période post-Seconde Guerre mondiale où le kendo a été interdit par les forces américaines d'occupation. Mais il a été introduit au milieu des années 1950 sous la notion de compétition de Shinai. Puis après Kendo. Ça a redevenu Kendo plus tard. Alors, Enfin, on on l'avait déjà dit pour le sumo, hein, tout ce qui hmm, était entre 45 et 52, donc c'est-à-dire l'occupation totale du Japon par les Américains, jusqu'en 52 où il y a un traité effectivement où les Américains se retirent dans des bases qu'ils ont construites au préalable. Et ben tout le fighting, tout ce qui peut représenter le fighting spirit japonais est banni. Et donc, ça inclut le kendo, ça inclut le sumo, ça inclut d'autres pratiques d'arts martiaux qui sont clairement mis en pause. Et puis après, qui renaissent au moment où le Japon reprend son indépendance. en 1970, donc, la Fédération internationale de Kendo est fondée pour promouvoir et réglementer le kendo à l'échelle mondiale, avec de nombreux pays qui deviennent à ce moment-là membres de cette fédération et qui organisent des championnats nationaux et internationaux. Et il faut savoir donc que c'est le terme l'arme utilisée pour le kendo s'appelle le shinai, une épée en bambou. Et donc ce n'est pas le katana traditionnel, bien évidemment. Ah bah, Bien évidemment. heureusement. Heureusement, parce que sinon ça irait très vite, les compétitions, et surtout il y aurait plusieurs blessés graves. Et aujourd'hui, donc, le kendo est pratiqué par des millions de personnes dans le monde, et ça permet du coup de pouvoir euh, voilà, de pouvoir s'affronter sans trop de problèmes. Aujourd'hui, le kendo, c'est une compétition qui est surtout caractéristique par ses cris, ses kiai, qui ont lieu souvent lors des portées d'attaque. Et donc, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de ce sport. On en reparlera lorsqu'on parlera des règles de ce sport.
Fun fact et anecdote personnelle, il faut savoir que moi, quand j'étais en stage en 2000-2001, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir fait mon stage de fin d'études au Japon, dans la banlieue de Kyoto, il faut savoir que moi j'habitais à côté d'un lycée, quand j'habitais là-bas. Et tous les matins, durant l'été, donc au mois d'août, mi-juillet jusqu'à fin août, et ben, j'entendais les élèves qui s'entraînaient pour la compétition régionale de kendo s'entraîner et ils se réveillaient à 6h30 du matin. Je veux dire que ça me réveillait en même temps. Tellement ils criaient Ah fort. oui, Pourtant, j'étais pas à côté, hein, mais ça criait tellement fort que je me serais réveillé au cri des kendokas de ce lycée. C'était assez impressionnant. ce qui est plutôt dérangeant, effectivement, quand tu viens de passer, quand tu voudrais passer une grasse mat, effectivement, oui. Ou après, je me rendormais derrière, t'inquiète. Mais ça m'a réveillé quand D'accord. même, souvent, On très skippait alors, souvent, du lors de coup, ça l'été. va. Et surtout l'été. Surtout l'été, parce que c'est là que les lycéens ont le temps, puisque c'est les vacances scolaires. Mais en général, quand c'est des compétiteurs qualifiés pour les compétitions nationales, ou les compétitions même régionales de qualification aux compétitions nationales, et bien les élèves s'entraînent tout le temps. C'est la période où, quand ils appartiennent à un club, ils s'entraînent tout le temps pour les qualifications aux tournois nationaux. Et donc, le kendo en fait partie. Voilà pour la petite anecdote. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Damien, sur l'histoire de ce Bah, sport? moi, je vais te la balancer dans ce cas-là, mon anecdote à Vas-y. moi dans ce cas. Eh ben, Ouais. pareil, anecdote personnelle, mais anecdote de touriste cette fois-ci, effectivement, comme n'importe quel touriste qui visite Tokyo. J'ai visité les jardins et le parc, bien entendu, du Palais impérial. Il y a toute une partie, bien entendu, qui est interdite au public, mais la grande majorité, quand même, du site du Palais impérial est visitable d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a un parcours, et dans ce parcours-là, on a quelques bâtiments qui sont préservés, certains d'ailleurs enfin, qui sont des bâtiments en bois qui servaient d'ailleurs de logis de garde. Et Mm. dans ces bâtiments-là, qui sont au début du parcours, à un moment donné, j'entends bref, on a les cris reconnaissables que je ne vous ferai pas parce que du coup, je suis dans un appartement et je tiens à la paix de mes voisins. Mais globalement, on les entendait crier relativement fort de l'autre côté donc de ces vieux bâtiments en bois. Et ce qui est très amusant, et donc, c'est que le sport qui a élu domicile dans lequel se trouve un gymnase, enfin, dans lequel on peut trouver un gymnase au sein même de l'enceinte du parc du Palais Impérial, eh ben, c'est précisément le kendo. Tout un symbole pour le Mm. coup. Tout à fait. Quand je dis que c'est Très l'art martial le intéressant. plus, le plus japonais, il est même Japonais, plus ouais. japonais presque que les sumo, puisque on s'y entraîne au cœur même du symbole du pouvoir qui est le palais impérial. Et d'ailleurs, Mm. le Mm, siège mm. de la fédération japonaise est dans le bâtiment en fait, dans un bureau du bâtiment du Budokan, qui est juste au bout en fait du parc du palais impérial et qui est la grande salle qui a été construite pour les JO de 64, hein, pour tout ce qui était judo, qui C'est ça. servait aussi, enfin qui sert aussi pour le karaté, qui sert aussi pour Mm. tous les arts martiaux. Et donc il y a un bureau dans ce bâtiment qui sert à la fédération, donc de siège à la fédération de kendo. Donc voilà, doublement on trouve le kendo au sein même du cœur du pouvoir, du symbole du cœur du pouvoir. Exactement. Comme quoi, c'est vraiment très important. Ce sport est très, très important au Japon. Cher Damien, on va passer maintenant aux règles de ce sport et on va transiter immédiatement vers la section suivante. Et du coup, pour le kendo, comme d'habitude, quand on présente un nouveau sport, on va aller chercher du côté de Nin Le nin, Explains. bah oui. Ah bah oui, évidemment. Et du coup, par rapport à cela, tu vois, j'ai encore un problème avec l'écran. L'écran ne veut pas s'afficher, donc je vais recommencer le petit truc. Ah, C'est quand même pas on a le sympa des fois. partage d'écran pour le coup. C'est un début. Et voilà, regarde. Hop, Voilà. c'est bon. Du coup, Ninetflex donc, a fait une vidéo de nouveau dessus. Et pour le kendo, il faut savoir que c'est un sport qui est issu donc, de la voie du samouraï. Et l'objectif de ce sport, c'est un affrontement entre deux adversaires. Et ces deux adversaires ont l'objectif de marquer 2 points ou plus. En général, 2 points, ça suffit. Mais voilà, 2 points ou Ok. plus. Les points s'appellent ippon. Et le match dure 10 minutes. Les pratiquants donc sont armés d'un shinai, le sabre de bambou, et chacun vise 4 zones spécifiques, soit la tête ou men, soit les poignets ou côtés, soit le torse, appelé do en japonais, ou la gorge, appelée tsuki, juste ici.
pour marquer un point ou un hippon, il y a plusieurs critères qui doivent être respectés, parce que c'est pas aussi simple que de dire je touche la zone et c'est bon. Oui. L'idée, c'est d'abord, le premier critère est le qui implique de montrer son esprit combatif en criant, le fameux cri que vous entendez, le kiai. Donc, lors de l'attaque. Donc, si vous faites pas de cri, déjà, ça marche pas. Hein, ça veut dire que c'était soit pas intentionnel ou c'était pas vraiment réel en termes d'implication et d'esprit combatif. Le deuxième critère, c'est le ken, c'est-à-dire qu'on exige que le shinai soit utilisé correctement. En fait, si vous regardez le shinai, le sabre en bambou, vous avez Mhm. d'abord une corde qui est tressée le long du sabre de bambou, qui vous indique le côté où se trouve la lame. Parce qu'en fait, en réalité, on simule un combat au sabre réel. Donc, vous allez voir qu'effectivement, quand vous devez frapper votre adversaire, vous devez le frapper du côté de la corde, où se trouve positionné sur le sabre. Et en plus, il faut que ça soit une zone précise du sabre. Il faut que ça soit la partie haute. En fait, vous voyez qu'il y a une zone en haut avec marqué d'un sorte de petit ruban en tissu blanc. Eh bien, il faut le toucher Mhm. entre le bout du sabre et ce tissu blanc. Et uniquement ça est considéré comme étant un touché. Si c'est D'accord? trop proche du manche, c'est pas valable alors. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça, c'est là le deuxième critère. Donc la seule zone valide représente à peu près 25 centimètres au bout du shinai. Le troisième critère, ensuite, c'est le taille, ou la posture du corps. Il faut que les attaquants doivent maintenir une certaine posture assez droite, avoir les deux mains sur les shinai, et une attaque en déséquilibre n'est bien sûr du coup pas valable. D'accord? Donc il faut en plus frapper avec une certaine posture, Mhm. une certaine position. Et donc c'est assez contraignant. Et c'est pas tout, il y a un quatrième critère. Ça s'appelle le Zanshin. Et le Zanshin, c'est l'alerte mentale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours concentré, même après avoir porté l'attaque. C'est-à-dire, vous voyez ici l'illustration, vous voyez le Kendoka faire un geste de victoire en disant « Yeah !» J'ai marqué le point. Et bien l'arbitre annule immédiatement le point en disant « Non, 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 t'as pas le droit. » Il annule le point et le point est annulé pour l'adversaire. Il faut rester concentré tout Mhm. le long du combat. Et donc, Le, avec le- tous ces le critères, mouvement, le mouvement doit aller jusqu'au bout. et il faut rester concentré. On ne peut pas afficher une victoire, on ne peut pas exploser de joie, c'est pas possible. Le point Mhm. serait annulé. Et avec tout ça, on peut donc marquer un hippon. Donc c'est pour ça que juste 2 hippons, c'est dur. C'est pas facile. C'est pas facile, 2 hippons. Mhm. Euh, et voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est vraiment cet aspect-là. Bien sûr, du coup, si les adversaires au bout de 2 minutes ont une égalité, donc soit 0-0, soit 1-1, hein, c'est les deux égalités possibles, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités en fonction des tournois. Soit on poursuit le combat jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau hippon derrière, soit on peut déclarer nul si ça fait partie d'un championnat, soit on fait une désignation par les juges. Il y a 3 juges, vous voyez qu'il y a 3 juges quand vous voyez la vidéo à l'écran, eh bien, il y a une décision par les juges, et donc celui qui a le plus de juges de son côté gagne, tout simplement. Euh, donc c'est une compétition qui se fait en format individuel, donc 2 adversaires qui s'affrontent, éliminatoire en général, et bien sûr le dernier qui se qualifie jusqu'à la finale et remporte la finale, remporte le tournoi de Kendo. Sachant qu'il existe ensuite des formules par équipe, mais bon, ça reste des choses assez rares au Kendo. C'est vraiment une compétition qui est beaucoup, beaucoup individuelle, en général. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas plus, voilà, c'est pas plus difficile à comprendre, mais c'est quand même quelque chose qui est très particulier en termes de règles et d'obtention des points. C'est un peu typiquement japonais quand même, hein. C'est quand même Donc typiquement japonais. dans un match, on peut se retrouver avec plein de passes d'armes qui se terminent par un 0-0 parce que, par exemple, une zone n'aura pas été touchée correctement et en face, l'adversaire qui aura essayé de répliquer n'aura pas répliqué du bon côté du sabre, par exemple. Donc en fait, Hmm, enfin, donc 2 points, ça peut être long puisque du coup, il peut y avoir beaucoup de fausses passes d'armes, enfin de passes d'armes qui se terminent en autre boudin, quoi. ouais, exactement. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut être extrêmement, ouais, ça peut être extrêmement long d'obtenir un hippon durant un match et ça peut durer assez longtemps. Voilà, donc c'était les règles, pas si compliquées que ça, mais Mais pour marquer des subtil. points, c'est beaucoup plus compliqué.
Et subtil, Mhm. ouais, parce que là, pour le coup, encore une fois, c'est plutôt assez typique des sports japonais, comme le sumo, comme même le judo, hein. Il y a peut-être moins de règles de posture, etc., mais il y a quand même des règles particulières dans le judo et de fonctionnement. Le karaté aussi a un peu des règles comme ça. Un peu tous ces arts martiaux japonais ont vraiment une sorte de notion d'esthétisme et de Ça s'est beaucoup spiritualité assoupli chez- dans les autres dans les disciplines, tout autres à fait. sports, ouais. Mm. Le judo évidemment ça s'est beaucoup internationalisé donc en fait on n'est plus tout à fait dans la même chose. Même si Tout on à garde fait. quand même tout un ensemble de postures, de Oui, fair play oui, par exemple, de choses comme ça qui tout sont à fait. encore très, très observées. On Le salue, on rentre karaté sur le tatami, on salue le exact. tatami. Enfin voilà, il y a des Le corps. karaté, a divisé ça en 2. On a une partie combat, on a une partie kata. Donc on a une Mm, partie uniquement centrée sur l'esthétique. On l'a vu d'ailleurs aux JO de Tokyo avec des médailles en combat, des médailles en esthétique. mm. Et puis le sumo ça c'est un petit peu aussi alors c'est aussi très, 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 très régulé en termes de position du corps, en termes de position de mais par contre, il y a des choses qui se sont beaucoup assouplies, notamment par exemple le petit geste de victoire là que tu as montré tout à l'heure effectivement et qui est éliminatoire en kendo. C'est pas éliminatoire, L c'est t'annules le point. Hein, c'est pas éliminatoire, Voilà, c'est en tout vraiment cas t'annules le éliminatoire dans point. le sens où ton point, le point que tu as Ne compte plus. obtenu, tu le perds parce que tu n'as pas fini ton mouvement comme il Tout faut. à fait. Tout Et à ben, fait. au sumo, ça s'est largement détendu, sans aller jusqu'à des explosions de victoire. Mm. Un petit point serré, un petit rictus, c'est bon, on passe, on va pas retirer une victoire pour ça. Voilà, Mm. Tout à fait. On va pas refaire un match pour ça, quoi. uniquement pour de l'esthétique, exactement. Exactement. Parfait. Je te propose du coup, Damien, d'enchaîner avec les sportifs, en tout cas les kendoka légendaires de ce sport. Et du coup, pour les kendoka légendaires de ce sport, je te propose déjà de parler d'un personnage qui s'appelle Masahiro Miyazaki. Et du coup, je vais juste afficher une petite vidéo illustrant Miyazaki Masahiro, pardon. Il est né en 1963 à Yokohama et c'est un kendoka en fait qui est également policier japonais. Il faut savoir que beaucoup de champions de kendo sont des policiers. C'est un peu, bah, du coup, lié à l'histoire originelle du kendo qui a été recréé après le début de l'ère Meiji. Eh bien, c'est les policiers qui ont remis en place le kendo. Et donc, débutant le kendo dès l'école primaire, il a surmonté pas mal de défis puisqu'il a notamment échoué plusieurs fois à l'examen de premier dan de kendo, 4 fois quand même avant de réussir pour la 5e fois, la 5e tentative, ce premier dan. Au lycée et à l'université, il a été reconnu comme étant extrêmement persévérant et surtout, il a une sorte d'approche très analytique et minutieuse des techniques, en fait, au niveau kendoka. Et sa carrière au kendo a été marquée notamment par des victoires impressionnantes, notamment 6 titres de championnat nationaux de kendo dans les années 90. Et notamment quelque chose qui semblait impossible, il a fait 2 titres d'affilée en 1990 et 99, ce qui fait qu'il a brisé un mythe qui existait au Japon qui disait qu'aucun kendoka était capable de gagner 2 fois de suite le championnat national de kendo. Et c'est du coup, il est quasiment le seul, je crois que depuis, personne d'autre n'a réalisé ce doublé et Ce enchaîné le qui ce doublé. qui ce qui est un peu plus facile en championnat du monde et on le verra. On a eu des doublés effectivement, oui. Alors, il a gagné en championnat du monde, effectivement, une fois. Et puis, surtout, il est puis également devenu un grand entraîneur de jeunes kendoka et formé les futurs champions. Et donc, il est reconnu comme étant également un excellent enseignant, finalement, et de transmission de ces techniques aux jeunes générations. Donc, c'est une vraie légende, rien que pour cette notion de double succès consécutif au championnat de kendo qui s'appelle le All Japan Kendo, pour ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire. On en parlera lors des plus grandes compétitions de ce sport. Voilà pour déjà Masahiro Miyazaki. Et j'ai également, du coup, une autre championne. On va parler d'une jeune femme qui s'appelle Murayama Chinatsu. Et elle, en fait, elle est kendoka également. Il faut savoir quand même que ce sport, à l'origine, était un sport plutôt masculin. Hein, tout de même, hein, c'était plutôt pratiqué par les hommes. Mais depuis, bien sûr, le kendoka s'est ouvert auprès des femmes. Elle est née en 1974 et c'est une kendoka japonaise enseignante également de haut niveau. Elle est professeure de kendo. Et elle a commencé le kendo également dès son plus jeune âge, comme beaucoup hein, au Japon. Elle commence très jeune
Et elle a poursuivi tout ça toute sa vie. Et elle a notamment remporté le All Japan Kendo féminin, puisque c'est la Bah oui. version féminine dont on parle ici. Et elle a fait beaucoup, beaucoup de championnats du monde, remportant beaucoup, beaucoup de championnats du monde derrière côté féminin. Et ce qui est assez impressionnant auprès d'elle, c'est qu'elle est extrêmement vive, extrêmement agressive dans ses attaques. Et surtout, elle est dévouée à ce sport, également, comme je te l'ai dit, donc enseignante auprès également des jeunes générations. Et elle a notamment en plus créé des techniques, elle a fait des techniques spéciales, elle a créé elle-même ses propres techniques pour arracher différents hippons dans ses combats. Voilà pour Chinatsu Murayama. Je voulais en parler aujourd'hui. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais finalement, c'est celle que je voulais parler aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres athlètes Pas vraiment, kendoka. pas vraiment. On pourra en parler lors des championnats du monde, mais et de voir effectivement, la mainmise des Japonais et le poids, eh bah, relatif, hein, finalement, des autres nations. Mais non, j'ai pas de comment dire? De champion ou de championne particulier, à te signaler. Parfait. Et tu vois, je vais corriger tout de suite, mais après Masahiro Miyazaki, eh bien, il y a eu deux autres japonais qui ont fait deux championnats de suite. Susumu Takanabe en 2010 et 2011 et Hidehisa Nishimura en 2017 et 2018. Tu vois, je suis un peu mauvaise langue, Mmh, il y a deux autres. Mais lui, c'est le premier mais c'est le premier. avoir brisé cette malédiction depuis la création du C'est All Japan Kendo en 1953. c'est presque une, enfin, c'est presque un scénario de manga en soi, quoi. Enfin, voilà. C'est ça. Exactement. Allez, Damien, sans plus tarder, justement, on va parler des plus grandes compétitions de ce sport. Et Eh ben, dans elles sont pas très ces plus grandes nombreuses, hein. compétitions, non, il n'y en a pas beaucoup. Ah, Il y a le championnat de kendo, donc le All Japan Kendo, version masculin, version féminin, qui est tenu chaque année, le 3 novembre, au Nippon Budokan. C'est le tournoi, bah, bien sûr, de kendo le plus prestigieux, le évidemment. fameux Budokan. Exactement. Et ce tournoi est à élimination directe qui désigne le meilleur kendoka masculin et féminin du Japon. Pour les hommes, il y a 64 participants qui doivent gagner donc 6 combats pour remporter le titre. Et les compétiteurs doivent faire preuve, bien sûr, de force. Force, beaucoup de cris. Et bien sûr, de courtoisie pour respecter l'esprit des arts martiaux. Et le gagnant reçoit la Coupe de l'Empereur. C'est souvent le cas, dès qu'on a une compétition comme ça. Souvent. Et les qualifications se déroulent d'abord au niveau préfectoral. Il faut le savoir. Avec des critères variés sur les préfectures, donc ça veut dire qu'il y a différents nombres de qualifiés en fonction de la taille et de l'importance de chaque préfecture. Bah, il y a Au départ, 47 c'est préfectures au Japon, donc c'est effectivement, ça, certaines préfectures ont plusieurs spots. plusieurs spots, exactement. Initialement réservé au kendoka de 6e dan, il est désormais ouvert à tous les dan, tous les rangs et tous les âges depuis 1995. Il existe d'ailleurs un All Japan Kendo 8e dan, c'est-à-dire réservé à l'élite de l'élite. Oh 8e dan punaise. étant le dernier dan à atteindre. Et bien sûr, il existe donc son pendant féminin, le All Women Japan Kendo Championship. Exactement comme les hommes. Donc voilà, et puis c'est assez drôle quand tu vas sur la page Wikipédia, alors plutôt anglo-saxonne, mais quand tu regardes Bien les sûr. métiers, parce qu'ils mettent les métiers des gagnants du All Japan, ben, tu vois écrit police officer, police officer, police officer, Oui. policier, 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 policier. Voilà, policier, policier. Et d'ailleurs, le dernier qui a gagné, c'est un policier. Mais sinon, au milieu de tout ça, tu as parfois des étudiants de troisième année à l'université, quatrième année, Étudiant des à l'étudiant de professeurs. police, non? Alors, je sais pas si l'université Kokushikan, par exemple, c'est une université de police, ou Tsukuba University, je sais pas si c'est vraiment une université Tsukuba, de c'est une police. université en banlieue de Tokyo, mais ouais, ouais. Ouais, c'est plutôt, je pense, à une universitaire classée. Mais il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est une fois tous les 10 ans, quoi, hein. C'est pas souvent, quoi. OK. Voilà, donc, mais sinon, le reste, c'est que des policiers, que des policiers, que des policiers, avec un C'est âge une qui affaire oscille d'habitude. entre, c'est ça, entre 25 et 35 ans. Les Mmh. gagnants sont dans ces âges-là. Voilà pour cette compétition. Et puis, il y a eu quand même un championnat du monde de kendo organisé par la Fédération internationale de kendo. Et pour le coup, c'est un championnat du monde qui est organisé tous les 3 ans, depuis C'est 1970. bizarre, hein? Ouais, c'est un triennal. C'est un triennal, tout à fait, qui comprend 4 catégories, individuel masculin, individuel féminin, équipe masculine et équipe féminine. Et le Japon était bien évidemment dominant. Non mais Il va attends, sans dire. dominant.
Non, attends, dominant, ils ont tout gagné. Il y a pas un seul pays qui a réussi à remporter le championnat du monde, autre que le Japon. Si, Oh, si. oh, Une vas-y, fois. je t'écoute. Une Une fois fois. par équipe, homme. Ah, Une seule homme. fois par équipe, homme. Le Japon a subi son unique défaite depuis la création de championnat. Donc même après cette défaite, ils ont tout gagné derrière. Hmm. C'est en 2006. Ils ont perdu en demi-finale contre les États-Unis dans l'épreuve par équipe masculine. Et c'est la Corée du Sud qui a gagné ensuite, finalement, cette compétition. Donc, juste pour cette fois, C'est la ce que Corée du j'allais Sud dire. a C'est gagné. même pas les États-Unis qui ont gagné en fait à la Non, c'est fin. même pas les États-Unis qui ont gagné, C'est quand même fou. C'est les Coréens du Sud, les Sud-Coréens qui ont gagné. Donc c'est un peu Oh, dommage pour les Américains, parce que du coup, plus personne n'a eu l'occasion derrière. C'est assez cocasse. Il faut très savoir... souvent quand Oui, même, c'est la finale, c'est entre Japon et Japon ou Japon et Corée en réalité. tout à fait, c'est exactement ça. Euh, il faut savoir du coup que, assez exceptionnellement, euh, Okinawa est représenté Oui, dans le championnat du monde de kendo. Il faut le savoir. il y a une fois Voilà, mais Hawaï c'est aussi, si tu veux, hein. C'est ça, une fois ou même plusieurs fois. Je vois 2 médailles de bronze en équipe homme. Donc Alors, plusieurs fois, Hawaï Hawa- a été compétiteur. Hawaï, pour la petite histoire, c'est l'endroit, enfin, c'est la plus grosse communauté japonaise en proportion de population aux États-Unis. Donc, il y a une vraie communauté japonaise. Et quand je parle de communauté, c'est pas simplement une petite diaspora, c'est qu'il y a vraiment une grosse communauté japonaise c'est une sorte de préfecture japonaise de plus, mais en dehors du Japon finalement, avec le côté américain qui va avec. Et donc, oui, c'est pas déconnant d'avoir une équipe d'Hawaï, effectivement. Mm, exactement. Du coup, effectivement, pour le reste, tous les autres catégories, le Japon a tout gagné depuis la création de ces championnats du monde. On va quand même noter chez les hommes la présence de deux Français, Jean-Philippe Labru et, alors je crois que c'est Jacques Berthoud, mais je suis pas sûr. Je Jean pourrais plus Berthoud. dire effectivement Berthoud, ça oui. Euh, Berthoud, oui, ça c'est sûr. Et la présence de Sucorin, qui essaye de tenir le choc, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Chez les femmes, par Quelques, contre, quelques oui, Taïwanais, voilà, oui, quelques quelques Américains. Taïwanais, mais ça reste assez anecdotique. Et côté filles, donc bah, comme d'habitude, les Japonaises ont tout remporté, avec la Corée du Sud en deuxième position. Et côté individuel féminin, on a l'apparition de Brésiliennes, de Néerlandaises, de Alors, Grecques aussi, là récemment, en 2018, de Grecques. Puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu, bien sûr, de championnat du monde de kendo en 2021, suite au Covid. La prochaine édition aura lieu cette année, à Milan, à faut le Milan, savoir. effectivement. Alors, tu me parles de représentants étrangers. Alors attention, alors c'est Jonathan Berthoud hein, pour la petite histoire. Jonathan, Euh, merci. voilà. Mais du coup, quand on regarde bien, qu'il s'agisse d'Américains, de Canadiens, de Brésiliens surtout, ce sont assez souvent des gens d'origine japonaise, donc des gens issus de la diaspora japonaise, donc très souvent fils ou petits-fils d'ailleurs, de Japonais qui ont émigré à la fin du 19e, début du 20e. C'est le cas au Brésil d'ailleurs pour le coup, même jusqu'aux années 60 où en fait le Brésil a gardé une grosse influence là-bas. Et il y a beaucoup de Brésiliens à São Paulo, à Sao Paulo. Et alors, je note que, par exemple, des pays comme la France sont des pays où on retrouve finalement assez peu de diaspora japonaise. Et donc, ça fait partie aussi, peut-être aussi un des signes que le kendo a été, comment dire, assimilé par les Français, en tout cas, comme une discipline, comme vraiment une discipline Hmm. à part entière. En tout cas, il y a eu un vrai intérêt de la part, pas simplement un lien avec le pays des ancêtres, mais aussi un vrai intérêt, comme on a eu par exemple le judo dans les années 60-70 quand ça a commencé un petit peu à monter en gamme, quoi. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, donc il faut savoir qu'il y aura donc les championnats du monde de kendo cette année, en 2024 à Milan. Donc je ne sais pas encore la date. Peut-être essayer de chercher ça en direct. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est quelque chose qui va être quand même être compliqué à aller regarder à la télé. Et d'ailleurs, allez, transition tout de suite Attends, vers... attends, Ah oui, attends, tu veux attends. dire quelque chose? Vas-y, vas-y, tu veux dire Et quelque chose, ouais, allez. parce que du coup, tu as parlé des mondiaux, mais tu pas parlé de l'euro. Non. Il y a un euro, effectivement, et il y a tous les continents ne le font pas. Et il se trouve que l'Europe, c'est quand même bien organisé en termes de kendo. Alors, c'est beaucoup organisé en termes d'autres sports, mais Hmm. cocorico quand même pour le coup.
les Français dominent les médailles, mais alors de la tête et des épaules pour le coup. Je parlais effectivement du fait que le kendo a été, enfin, s'est implanté au-delà de son précaré habituel qui est justement bah, les gens qui sont d'origine ou d'ascendance japonaise. Il faut savoir que l'Euro a été organisé plusieurs fois en France et pour le coup, la dernière fois c'était l'année dernière, en 2023, et c'était à Beauvais. Et donc gros bisous à ceux qu'on connaît d'ailleurs, toi et moi, qui étaient parmi les petites mains de l'organisation de cet Euro. Mm. Exactement. Et d'ailleurs, malheureusement, hein, l'épreuve de 2021 devait être à Paris pour les championnats du monde. Malheureusement, le Ouais. Covid a annulé l'épreuve. Bon, bah, on a eu C'est Beauvais où à la place, hein. Voilà. On a eu Beauvais à la place pour l'Euro. Les 4 et 7 juillet pour cette année à Milan. Voilà pour votre information. Allez, cette fois, on va y aller. Transition, Damien, vers où peut-on voir ce sport à la télé en France et surtout, où peut-on le pratiquer en France. Alors, je t'avoue, Damien, que le voir à la télé, le kendo, j'ai pas vu. À moins que je me trompe, C'est mais j'ai très pas vu ça. compliqué. Ouais, c'est très compliqué, enfin, à moins d'avoir un VPN et de se connecter au Japon, et encore, Et encore, hein, même, même je pense pas qu'NHK World public diffuse, donc voilà, c'est compliqué. Hein. le service public, voilà, c'est ça, diffuse le sumo, diffuse un petit Mm, peu de foot de temps en temps, d'autres sports et mm, cetera. Le kendo, c'est très compliqué. Tu peux voir le Koshien effectivement à la télé japonaise en clair, et gratos. mm. Mais le kendo, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, Éventuellement, quand il y a la coupe de l'empereur, éventuellement, et je suis même pas sûr que ce soit pas éventuellement sur le réseau câblé. C'est pour te dire effectivement exactement. que c'est au niveau de la télé, c'est bien dommage. C'est assez compliqué. Et du coup, par contre, il y a quelques chaînes YouTube, je vous en montre deux particulièrement. Le premier, c'est Kendo World, avec justement des résumés championnats, des championnats, donc All Japan Kendo Championship, avec les différents résumés des quarts de finale, des demi-finales. Et donc, vous retrouvez ça sur cette chaîne, mais ça restera limité qu'à partir des quarts de finale. Et l'autre chaîne s'appelle The Kendo Show, qui est beaucoup plus une chaîne, on va dire, un peu plus classique de découvrir le kendo, découvrir les facettes du kendo, voilà, et de comprendre quelques aspects du kendo. Vous voyez qu'il y a même le shiai, étiquette, voilà, etc. Bon, c'est en anglais, hein, bien évidemment, tout ça est en anglais, hein, ça peut pas être autrement. Mais si vous voulez découvrir le kendo de manière, on va dire, un peu plus, je dirais, plus ludique et de manière plus approfondie, de Kendo Show est fait pour vous, tout simplement. Mais en France, il n'y a pas de fédération de kendo, ça fait partie de la fameuse et longtemps tentaculaire FFJDA, la Fédération française de judo et disciplines associées, auquel certains sports ont fait sécession au fil du temps, mais il y a quand même beaucoup de disciplines associées qui sont relativement peu connues. Et je pense que le kendo est certainement parmi ces disciplines associées la plus connue. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, justement, dans les statuts officiels de la FFJDA, donc France Judo désormais, eh ben, on inclut dans les statuts officiels le nom de kendo avant les disciplines associées. Donc sinon, on peut y avoir le Iaido, le Kyudo. Le Kyudo, c'est le tir à l'arc. Je suis assez surpris. Je pensais que ça faisait partie d'un comité au sein de la Fédération française de tir à l'arc, mais c'est pas le cas. Mm, mm, Pareil pour donc le Iaido, le Chambara. Chambara que vous voyez de temps en temps aussi à Japan Expo. Vous avez des mm, initiations de tout à ce fait. petit sport de sabre court souvent en mousse. Et c'est là, en fait, c'est ça le Chambara en fait. Et un peu de kendo aussi d'ailleurs parmi les initiations. Mais Et bah de ouais, c'est un Naginata comité aussi. au sein d'une fédération plus grosse, quoi. C'est ça. Exactement, ce qui fait que si on regarde du coup, bah, comme d'habitude, nous on est lyonnais, donc on regarde autour de la zone. Évidemment. On a un club de kendo à Lyon qui se trouve a priori vers Villeurbanne et du côté de l'Adoua. Et ensuite, dans la zone, en fait, Avec il y le a sport un là-bas. club à l'ouest de Mâcon, vers Vienne, au sud de Vienne, et encore, c'est pas à Vienne, c'est vraiment au sud de Vienne. Il y a un Alors, de Saint-Étienne. mémoire, il doit y avoir Cluny effectivement à côté de Mâcon, Ouais, je il y crois que c'est a Cluny. Voiron, il y a deux clubs à Waouh, Grenoble, ouais. il y Il y a a une un petite club à communauté japonaise Chambéry. à Grenoble, mine de rien, donc oui. C'est ça. Un club à Annecy et des clubs au milieu des Alpes comme Albertville. Et là, c'est quoi là? C'est Faverges, tiens, tu vois, au milieu des Alpes. Et plus vers le nord, Annemasse et Oyonnax. Et puis deux clubs à Bourg-en-Bresse.
voilà, donc dans cette région, dans notre région, on a quelques clubs qui existent quand même pour pratiquer du kendo dans notre région. Voilà, je ne sais pas trop vous en dire plus, mais encore une fois, si vous voulez découvrir le kendo, n'hésitez pas à aller dans les clubs, dans vos clubs respectifs. Par contre, quand vous voulez aller sur le site de la Fédération française de judo, pour faire plus simple, filtrez bien par discipline et donc Oui. regardez, sélectionnez kendo pour ne voir que les clubs qui proposent du kendo. Allez, Damien, je te propose d'aller vers la dernière section autour du kendo. C'est la référence à la pop culture. Alors, la pop Alors, culture. Je vais pas tu veux faire comment? l'affront de dire qu'il n'y a pas de kendo dans les mangas. Il y en a partout. Il y en a partout. Après, le kendo en lui-même, pas tant que ça si on se limite vraiment à l'art du kendo. Bien sûr, il y a des D'accord. mangas Le dédiés. sujet Il y a... principal étant, voilà, le sujet principal est le Voilà. kendo, par contre, il y en a moins. Le manga, pareil, ça reste... ça, il y a des mangas dessus, mais ils sont pas très connus en France. Ils n'ont pas beaucoup de présence en France. Alors, j'ai quand même noté quelque chose de... Voilà, quelques éléments. Alors, déjà, dans Rurouni Kenshin, donc dans le manga de Kenshin, il y a un personnage principal qui se bat avec un sabre en bois, et aussi, parfois, un shinai. C'est Yaiko qui se bat avec son shinai et qui s'entraîne d'ailleurs avec Kaoru, avec ce sabre-là, et donc qui se bat avec son shinai. Mm. On peut mentionner également High School DxD, où dans cet anime, il y a un personnage qui s'appelle Kiba, qui utilise un shinai pour Mm. son entraînement, mais ça reste pas son arme principale. En fait, le shinai reste un arme d'entraînement dans les animés. C'est une arme qui te permet de t'entraîner pour t'améliorer dans les techniques de sabre. Et quand même, Bamboo Blade, qui est un animé qui se concentre uniquement sur le kendo. Voilà, Ok. c'est l'histoire d'une équipe de kendo féminine et de leur entraîneur qui met en avant des compétitions et des entraînements au kendo. Voilà. Donc si vous êtes Oui. passionné de kendo, Bamboo Blade peut être l'animé qui est fait pour vous. Voilà. Effectivement, J'ai traduit essayé de... en France d'ailleurs, Oui, pour le pardon. coup. Traduit en France, oui, tout à fait. Ouais. Par contre, si vous voulez chercher des références de pop culture occidentale sur le kendo, j'ai cherché. En fait, il y a des trucs sur le bokken, c'est vraiment le sabre en bois lui-même. Oui. Mais sur le kendo lui-même, je pense pas avoir de références ou de grosses références de pop culture autour de ça. Aujourd'hui, alors peut-être un épisode des Simpsons perdu au milieu de tout ça, mais sinon, je Oui, vois non, pas, mais quoi, tu vois. souvent, ouais. Je vois pas, quoi. Mais Et t'as oublié toi, une alors? référence. T'as Oui, oublié une laquelle? référence quand même. Une référence animée. Ranma and Me. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Julien! Ah, ouais. Julien, Ouais. l'amoureux transi de Ranma fille évidemment et qui est relou au possible et qui est donc du coup le souffre-douleur bien entendu parce qu'il le recherche. Ça fait partie du lore du personnage d'une certaine façon. Donc c'est le le type relou qui est le capitaine du club de kendo. Et bah, mine de rien, c'est l'archétype. Alors, on va trouver 12 millions de Julien dans plein de mangas slice of life qu'on appelle tranche de vie Mm. au Japon. Mais pour nous, en France, ça reste de très loin le personnage le plus célèbre dans ce rôle-là. C'est vrai. Pardon. Tu as tout à fait raison, et je l'ai oublié. C'est fou. Je l'ai oublié. Ah, tu fais bien de me corriger là-dessus. Mais tout le monde a Euh, injustement oublié Ranma and Me et c'est dommage pour le coup. c'est Mais ça, vrai. c'est un autre débat. C'est un autre débat. Effectivement. Damien, toi, par contre, tu as trouvé des petites pépites de jeux vidéo. Ah ouais. Ah ouais, des jeux vidéo sur le kendo, pas tant alors il y en a pas tant que ça en réalité. Par contre, Non. le kendo, un peu comme pour tes références du coup manga et animé, le kendo imprègne tout l'imaginaire, des jeux vidéo via notamment le kenjutsu. Je pourrais te sortir notamment, Bushido Blade par exemple qui est un jeu de PS1 qui surfait sur la vague du premier Soul Calibur. Mais Soul Calibur est déjà aussi d'une certaine façon un un jeu qui s'imprègne, en tout cas en partie pour certains de ces personnages, Mhm. bah, de l'art du sabre effectivement. On a quand même, enfin je veux dire c'est l'une des armes les plus emblématiques dès le premier, même d'ailleurs dès Soul Blade qui est le tout premier épisode de la saga. Mais Tout à des fait. jeux de kendo, vraiment spécifiquement de kendo, eh ben, je t'en ai mis un vraiment en gros pixel des années 80 sur l'ordinateur MSX, qu'on a eu un petit peu en France, pour ceux qui se souviennent éventuellement.
qui était aussi un petit peu célèbre au Japon, qui était souvent, c'est l'Amstrad CPC des Japonais, c'est l'ordinateur low Oui. cost. Il y a beaucoup de jeux qui sont Ouais. sortis là-bas et qui sont sortis sur NES aussi en même temps. Enfin sur Ouais. Famicom pour eux, là-bas au Japon. Et le MSX donc permettait à plein de petits bidouilleurs, de créer leurs jeux de plein de petits, studios indépendants ou, majors. Et on a ce premier jeu, voilà donc de Kendo sur MSX. Tu le vois bien enfin, il est très, très, très simple, mais à l'époque, Mm. déjà pour l'époque, assez élaboré, avec les C'est injonctions ça. en plus, en japonais. Mais on peut aller un petit peu plus loin. On a également, comment s'appelle-t-il effectivement ce jeu-là? De C'est Kendo, The Kenno Kendo. Hanamichi, non? The Kendo Hanamichi, exactement, tout à fait. Voilà. Qui est sur Super Famicom. Et cette fois-ci, donc, on est donc l'équivalent donc japonais donc de notre Super Nintendo à nous. Mhm. The Kendo Ken no Hanamichi exactement. Euh, et que je te laisse un peu découvrir. On voit quelques images, effectivement. On est dans l'état d'esprit Soul Calibur, encore une fois. Très clairement, Ouais. on est complètement dans l'état d'esprit des VS Fighting, donc les jeux de baston, là, pour le coup avec des armes, mais Mm. en y intégrant cette fois-ci j'allais dire toute la raideur, mais aussi toute la rigueur du kendo, ce qui fait que c'est une sorte d'anti-VS Fighting, puisque il faut prendre son temps dans ce jeu-là. Il faut prendre son temps pour maîtriser les techniques. Ouais, Il a eu exactement. son petit succès. Et je suis en D'accord. train de dire une bêtise, c'est pas sur Super Famicom. Il y a eu un jeu sur Super Famicom, mais je t'en ai fait grâce. Mais celui-ci était sur PlayStation 2. PlayStation, ouais. Mm. Allez, justement, la Super Famicom, la Super Nintendo japonaise, il y a un jeu de kendo, mais c'est pas un jeu de kendo dans un dojo. C'est Kendo Rage. C'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de Eh plateforme dans oui. la veine des animés des années 90 de l'époque, donc il pompe honteusement sur le succès, sur le grand succès de l'époque en 93-94, qui est Slayers. Si vous vous souvenez de cet animé, là aussi pour le coup injustement oublié, eh bien vous avez tout l'attirail visuel. C'est une capsule temporelle des animés des années 90. Et on est donc dans un jeu de plateforme tout à fait classique, sauf que la particularité, eh ben, c'est que l'héroïne, eh ben, quand on voit bien, hein, elle a un accoutrement. Alors, c'est pas une armure qu'elle a en rouge là, mais par contre, c'est très inspiré du dos, donc de la protection pectorale Mm. des Kendoka. Kendoka. Mm. Et donc, si tu avances un petit peu dans la vidéo, on va avoir effectivement quelques extraits de gameplay, quelques extraits de, Oui, le gameplay, tout à de fait. niveau exactement. Alors ça va. Enfin, c'est très détendu hein, en termes d'ambiance, on se marre bien. Non, mais on est vraiment dans la veine Bah, c'est Slayers où en mignon, fait on se quoi. prend pas on se prend pas au sérieux, on se prend pas et Non. c'est fait pour. Et c'est Mm. fait pour. Mais par contre l'héroïne, voilà, je le disais, son arme de prédilection, c'est le Le shinai. Shinai, ouais. Mm. Tout à fait. Exactement. Ok. Bah, c'est intéressant, tout ça. Ah là là. On peut regarder des heures, mais on n'a pas le temps. Sinon, on va passer des heures dessus. Hop. Et voilà, et tout comme dans Et tu avais Slayer, un... effectivement, son coach est un espèce de Mm, ça s'intéresse. mystérieux personnage avec à la peau bleue. Enfin, c'est complètement pompé sur cette saga. Je vous invite, d'ailleurs, pour le coup, moi, ça me donne envie de re-regarder Slayers. Donc, faites l'économie de ce jeu, même s'il est très très bien, mais quand même, malgré tout, regardez Slayers, c'est sympa. Voilà. Et tu avais un dernier jeu, peut-être? J'avais un dernier jeu, c'est Bushido Blade, mais je t'en fais un peu Ah si, non, si, Budokan de Martial Spirit sur Mega Drive. Alors sur Mega Drive, il est sorti, il est sorti sur tellement de plateformes que j'ai mis un pense-bête en tant qu'à faire. Il est aussi Mm. sorti sous nos contrées sur Amiga et sur Amstrad CPC. Donc on était dans la veine cette fois-ci, plutôt en termes d'expérience de joueurs européens, sur le délire de International Karaté Plus. Donc vraiment, Mm. les quadragénaires se souviendront de ça, mais pour les autres, non. Et Oui. c'était une sorte de all-stars des arts traditionnels japonais, de ce qu'on peut avoir de clichés des arts traditionnels japonais. Donc, vous le voyez à l'écran, on va voir un mec avec un nunchaku qui va se battre contre un kendoka, mais enfin, je veux dire, c'est complètement déséquilibré.
Mais ça Oui. surfait sur la vague de l'époque. Je pense que même pour les Japonais, ça devait les faire marrer d'avoir un All Stars, un petit peu de la même manière d'avoir un jeu de plateforme avec une héroïne qui est un Shinai. Donc finalement, c'est plus quelque chose de feel good, et dans lequel on ne se prend pas le chou. Mais nous, en Occident, ça faisait partie de tout un décorum. Donc on avait, nous, sur Amiga par exemple, ou sur Amstrad avec International Karaté Plus, et puis les Américains, c'était la grande vague des VHS, de films de films de sabre, de films de ninja, de films d'arts martiaux, quoi, en général. Mm. C'est ça, Donc il n'y a rien de sérieux exactement. là-dedans, hein, bien entendu. Totalement. Il n'y a absolument rien de sérieux, effectivement, dans ce genre de choses. Ben, Mais c'est merci à toi, Damien, de faire une sorte de rétrospective jeu vidéo ludique autour du Kendo. C'était super. Et c'est ainsi qu'on achève donc notre petite tour d'horizon autour du Kendo. Si vous ne connaissez pas le Kendo et que vous voulez vraiment découvrir ce sport, c'est un sport qui referme en fait à la fois de la spiritualité. Vous avez vu que l'histoire s'imprègne énormément dans le kendo. C'est surtout un sport qui nécessite énormément de discipline et de maîtrise de soi, maîtrise du corps, maîtrise de l'esprit. Parce que, comme je vous l'ai dit, les règles font que vous devez être extrêmement concentré et physiquement alerte pour vraiment exécuter les choses et être conscient de vos techniques. C'est ça le kendo, c'est extrêmement physique, mais surtout c'est extrêmement usant mentalement. Mais du coup, c'est un sport parfait, un peu complet finalement, assez complet au niveau spirituel et au niveau physique et mental. Donc, si vous voulez vraiment découvrir ce sport, c'est toujours le moment. Allez-y, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération française de judo et de sélectionner les clubs de kendo. Et donc, comme je vous ai dit, à Lyon, il n'y a qu'un club, mais il y en a dans toute la France par contre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a à peu près partout en France. Donc, n'hésitez pas à découvrir et à pratiquer peut-être en démonstration ce sport. Damien, je te propose de faire une petite virée du côté de l'actualité sportive et d'en parler un tout petit peu. Alors, autour de cette actualité, alors je ne vais pas être très original parce qu'en ce moment c'est un peu ma lubie du moment, c'est la NFL, je t'avoue, Ah, et l'Ovalie, puisque va démarrer là, ce week-end le tournoi destination au rugby, donc du coup France-Irlande en plus, donc ça va être assez chaud. Euh, on va pas parler de ça parce qu'on en parlera plutôt la prochaine fois quand on aura démarré le tournoi. Mais en NFL, ce week-end, c'est passé, enfin le week-end dernier, c'est passé quand même deux matchs autour des finales de conférence de la NFL. voilà. Finale Et de toi, t'as bien conférence, sûr, finale de ligue, ça dépend, voilà. et toi, bien sûr, tu as bien sûr une équipe de cœur, hein, bien évidemment, les Voilà. 49ers, comme on dit, qui a affronté les Detroit Lions, qui est une équipe qui n'est pas arrivée à ce stade de cette compétition depuis Depuis d'éternité. beaucoup d'années, qui avait plus gagné Trop de d'années. matchs de play-off depuis 32 ans. 32 ans, ouais, on a évoqué ça la dernière fois, je crois. Et finalement, ils se sont très bien battus. Ils ont même dominé les 49ers en première mi-temps. Ça en était presque même... on était presque même à se dire que c'était joué, quasiment. Parce qu'ils avaient mené 24 à 7, si je me souviens bien. Et 24 à finalement, 7 malheureusement, même. ils se sont effondrés et ont fini par perdre à 3 points d'écart. Euh, Au final, je crois que c'est 34-31. Et au Mm. final, échoué de très près derrière les 49ers. Après, je t'avoue que moi, je suis un peu comme toi, j'ai une petite préférence pour les 49ers, parce que San Francisco, c'est une ville que j'aimerais absolument visiter, un de ces quatre. Euh, et, euh, et puis, les San Francisco 49ers, j'adore le nom, en fait. J'adore le nom 49ers. 49e état, donc on est le 40 des Alors, 49ers, tu vois. non, 40, c'est pas. Non, ils sont Non, je pas savais, 49ers, je ce sont les sais. chercheurs d'or, monsieur. Je sais. Je plaisantais en disant ça. Parce que les gens pourraient croire, hein, tu sais, tu mets 49ers, ils pourraient croire que c'est... Oh, parce que c'est le 49e état. Pas du tout. Et Pas du d'ailleurs, tout. on trouvera des 49ers au JO, puisque il me semble, je dis ça de mémoire, mais je dis peut-être une bêtise, Mhm. mais c'est une classe de bateau, et il y a des épreuves de Oui, voile au JO. tout à fait. Voilà. Et donc, les 49ers se sont qualifiés pour la finale, donc le Super Bowl. Et en face, ils retrouveront les Chiefs, qui Chiefs de est Kansas City. le Kansas City. Il faut savoir que les Chiefs, là, ça fait quand même 6 ans qu'ils atteignent la finale de conférence. Ils ont gagné 4 fois. Donc, ça veut dire qu'ils sont allés 4 fois au Super Bowl en ayant été 6 fois finalistes de conférence. Et oui, certains parlent déjà d'une nouvelle
saga d'une nouvelle Une domination. dynastie, qui s'appelle ça. Voilà. Dynastie, exactement. Et ben, ça a l'air de se confirmer puisqu'ils ont battu les Ravens alors que les Ravens étaient moult fois favoris. Hein. Ils ont dominé la saison régulière et les Chiefs étaient un petit peu moins voilà, en forme C'est ça. durant la saison. Et finalement, bah, c'est les Chiefs qui ont donné une leçon de réalisme et de savoir-faire et d'expérience dans ce Ça se genre joue de sur un rencontre. match. Ça se joue sur un match et surtout, moi j'ai vu effectivement le match où Lamar Jackson a été forcé de faire une passe et une interception à la fin du match et ça a été assez dramatique pour les Baltimore Ravens, puisque les Ravens, c'est ceux de Baltimore. Et on retrouve donc une finale, j'appelle ça la finale 100% red, 100% rouge, Oui, rouge entre contre les rouge, 100% effectivement. rouge contre Alors, rouge. Alors après, les 49ers, c'est les golden, moi j'appelle ça les golden red, hein, parce qu'ils sont rouges et or. ils sont rouge et Parce que or, et les Chiefs sont rouge et jaune. rouge et jaune. Et alors, pas dans le Rouge et sens blanc même, or, dans le même rouge sens et blanc. Mais... héraldique comme les 100 et or de lance, mais jaune, jaune. C'est-à-dire que les 49ers sont dorés, dorés. Exactement. Donc on verra donc les deux équipes s'affronter en Super Bowl. Et je t'avoue que ça m'excite. Je t'avoue que Ah, je suis content alors ça. c'est assez excitant de voir cette finale. Tu sais, on se pose la question si on n'allait pas voir ça dans un bar ou dans un endroit où ça rediffuserait Ouais, le truc. faut voir ça dans un bar, honnêtement. Là, ça me tente bien, tu vois, ça me tente bien. Bon, par contre, faut que je sois, par contre, faut que je vais être pas très en forme pour le boulot le lendemain, mais je vais voir s'il faut pas que je prenne un jour de congé ou au moins une demi-journée. On sait jamais. Mais en tout cas, ouais, moi, ça me tente bien, tu vois. Ça serait intéressant de ce côté-là. Et toi, t'as une news? Alors moi, j'ai deux petites news. Ah, La d'accord. première, c'est, je voulais parler de la victoire effectivement des Français à l'Euro de handball, Mais oui, t'as raison, avec évidemment. notamment, voilà, notamment cette, comment dire, ce moment de grâce qui est le coup franc d'Elohim Prandi, qui en demi-finale. Et après, on peut se dire, mais bon, face aux Danois, parce que de toute façon, France-Danemark, c'était la finale rêvée. C'est un petit peu comme ce qu'il aurait dû être, enfin, ce qui aurait dû être la Mm. finale de base de la NFL. Normalement, ça aurait dû être 49ers-Ravens, parce que ce sont les deux premiers du classement. En handball, on avait une finale France-Danemark qui est la finale la plus logique qui soit, puisque ce sont tout simplement les deux meilleures équipes. Avec évidemment peut-être une petite piécette qui était possible de mettre sur la Suède, et c'était le cas, puisqu'ils étaient champions en titre. Et eh ben non, 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 les deux grosses nations du moment, c'est France et Danemark. Donc, mes d'avis qu'on va les retrouver en finale des Jeux Olympiques. Là, c'est l'Euro. Bon, ok. La France n'a pas gagné l'Euro depuis très longtemps. C'est 2014 la dernière fois qu'ils Ouais, ont gagné. 2014, ouais. Donc, 10 ans, ouais. il était temps qu'ils corrigent un petit peu ça, parce que l'Euro, c'est une compétition qui est à la fois très très dure, et c'est aussi la compétition qu'on regarde le moins, d'une certaine façon, en tout Mm. cas. Même pour les analystes, souvent, c'est le mondial ou les JO. L'euro est souvent décrit comme ah oui, mais c'est compliqué l'euro, hein, il est très très dur l'euro, etc. Sauf que en vrai, on s'y attarde finalement assez peu, et les Français visiblement aussi un petit peu. Et c'était souvent leur crash test d'ailleurs pour les changements de génération. C'est là où Ouais. d'ailleurs on a eu les plus gros gadins français, en tout cas les plus grosses déceptions, notamment au premier tour, etc., etc. Ou perdus en quart de finale, ou perdus au deuxième tour, au tour principal, excusez-moi. Souvent c'était l'Euro, et c'était souvent là que se jouaient les dramas. Et là, je suis content, ils ont pris ça au sérieux, les Danois aussi ont pris ça au sérieux, chacun a joué à son meilleur niveau, et donc du coup les Français ont gagné. Maintenant, il va falloir rééditer ça pour les JO. Et c'est un petit peu ma Exactement. petite peur, en disant bon, maintenant qu'on a gagné, on va peut-être se permettre de ne pas gagner les JO. Non, c'est les JO, les gars. Non, non, On y va, c'est là, pour le l'objectif. coup, il faut continuer à avoir faim, il faut continuer sur cette lancée. Mais ce sera certainement en finale. Encore une fois, face au Danemark, c'est clairement personne d'autre peut se mesurer à eux, à ces deux équipes, je veux Mm. dire. Exactement. Exactement. Et puis, la deuxième petite anecdote, je vais faire très très vite, et je vais rebondir une dernière fois sur le kendo, histoire de véritablement clore les choses. On a parlé des mondiaux, on a parlé de l'euro, mais je l'ai gardé pour la fin parce que c'est une injustice, et c'est une injustice aussi de la part de la Fédération mondiale de kendo, qui visiblement n'en a pas fait assez, ou n'a peut-être rien fait, j'en sais rien, peut-être que ça les intéresse pas, et ce serait bien dommage pour le coup si c'était le cas, mais qui n'a pas assez milité pour que ça se fasse. Il se trouve que on n'a pas parlé des JO, on n'a pas parlé des Jeux asiatiques, on n'a pas parlé des Jeux, enfin bref,
à part le mondial de kendo ou l'euro de kendo ou le championnat du Japon de kendo, eh ben, il n'y a pas vraiment d'autres compétitions internationales. Et pourtant, en Asie, il y a des Jeux asiatiques. En plus des Jeux asiatiques, parce qu'il y a ceux d'été, ceux d'hiver, mais il y a des troisièmes Jeux asiatiques qui sont les Jeux asiatiques indoor et arts martiaux. À la base, il n'y avait que les arts martiaux, ils ont mis aussi les sports indoor histoire d'avoir une meilleure couverture télé. Mais on va y retrouver tous les arts traditionnels, en tout cas tous les arts martiaux traditionnels de tous les pays. Et chacun, je peux te dire, joue des coudes. Le Vovinam, ce qu'on appelait auparavant le Viet Vo Dao, on va trouver le taekwondo, évidemment, en plus de sa discipline olympique. On va y trouver évidemment aussi le karaté, le judo. Et donc le Japon est quand même bien représenté en termes d'arts martiaux, ça, il n'y a pas de souci. On va y retrouver le kabaddi, on va y retrouver toutes les formes de lutte, en tout cas celles qui aiment faire du bruit pour se montrer justement en disant regardez, on existe, et pas le kendo. Et même pas, et c'est même pas une histoire de une fois ça a été montré. Non, jamais ça a été montré dans ces jeux, dans ces jeux asiatiques indoor et d'arts martiaux. Et ça, c'est un manque. Là, pour le coup, autant effectivement, il y a d'autres sports traditionnels. Même le sumo a été présent dans ces jeux asiatiques indoor et arts martiaux. Donc, t'imagines? Donc, ça veut dire que même un sport qui n'est pas forcément internationalisé, comme le sumo, qui n'est internationalisé vraiment qu'au niveau vraiment absolument amateur, et, et ben, a une meilleure couverture, en tout cas a de meilleurs appuis en termes des institutions internationales, visiblement, que le kendo, où pourtant il y a un championnat du monde et un championnat d'Europe qui sont organisés de très bonne manière en plus de ça, avec des participations de plusieurs dizaines de pays. Donc c'est un manque. Ouais, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Peut-être un jour, hein, ça arrivera, hein. On ne sait jamais, hein. On Mais va en tout cas, espérer. on va espérer. Ouais. Du coup, alors on avait une question dans le chat, tu vois, mais j'ai pas la question. Le Ah, j'ai micro pas vu jaune le était en chat. direct. Ah mince. T'inquiète. Mais il n'a pas posé sa question. Il te reste encore quelques minutes, ouais, on va dire 2 minutes. Micro jaune, pardon. Il y avait une question sur les gardiens de hand. Bon. Que pensez-vous Est-ce que les des gardiens de gabarits des hand gardiens? ont des Que cocards à pensez-vous la fin des des tournois? Bah, j'imagine que oui. que pensez-vous Que des pensez-vous gabarits des des gabarits des gardiens? gardiens? Bah, Alors, c'est une très grande est-ce que c'est question. lié est-ce que c'est lié au gabarit de notre gardien d'équipe de France qui est très très différent de notre précédent gardien? Parce Et qu'effectivement, c'est il a un bien, gabarit beaucoup plus massif. Oui, c'est bien. Je suis alors, d'accord avec toi parce que ça prend plus de place dans les buts. pas que. Mais du coup, tu as aussi une difficulté de mobilité. Alors, c'est moins grave au handball. Tu peux Exact. pas avoir trop de mobilité. Tu dois surtout être très. Surtout lors des tirs, tu dois surtout avoir des réflexes avec les bras. Tu dois être très rapide. Bras-pied. Tu dois être extrêmement rapide. Donc, avoir un corps plus. Je dirais massif. On va appeler ça massif, mais c'est pas le bon terme parce que massif, je pense plutôt au rugby. Mais avoir un corps plus large, on va dire. Mm. C'est plus intéressant au handball parce que tu occupes beaucoup plus d'espace et du coup les joueurs ont plus de mal à trouver la faille pour remarquer un but. Sauf que ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gardiens, la plupart du temps, sont plutôt, sont quand même balèzes, hein, mine de rien, mais sont pas non plus massifs. Pourquoi? Parce qu'il faut une très grande, explosivité, il faut une très grande mobilité et il faut une très grande agilité. Et quand on voit notamment les résumés de match, eh ben, on a beaucoup de sauvetages qui se font en fait parce que, non pas parce que le gardien il a beaucoup de surface de peau, mais parce qu'il a balancé son bras au bon moment, ou en tout cas il a eu une intuition de le balancer à cet endroit-là. Mais malgré tout, en termes de, comment dire, de représentation du corps, on n'a quand même pas l'habitude de voir des joueurs, excuse-moi, soit massifs, soit gros, et je suis très content que justement on puisse enlever comment dire, ce lien entre corps fin et agilité. Non, parce que tu as des mecs qui sont massifs et les mecs, ils ont une explosivité complètement C'est dingue. ça. Et auprès des connaisseurs, j'enfonce une porte ouverte. Auprès du grand public, eh ben, je trouve que c'est bien, justement, parce que ça montre que tous les gabarits peuvent faire le même boulot. Ouais, je suis totalement d'accord. D'autant plus que, en tout cas, de ce que j'ai vu dans dans le match, parce que moi j'ai vu surtout la fin d'un match,
C'est vrai que c'est un gars. Alors, encore une fois, il n'est pas gros, notre gardien. Je ne veux pas parler Non, d'un mais par gardien contre, gros. au Mais mondial de hand, on il s'est est retrouvé beaucoup avec plus des joueurs large. Il est. qui étaient très larges Ouais, et qui ont balancé but sur but. exactement. Et en fait, ce côté beaucoup plus large est bien sûr pas suffisant. Mais comme tu l'as dit, notre gardien était aussi plutôt explosif et avait une bonne intuition. Donc combiner une surface beaucoup plus difficile à contourner avec une explosivité, alors là on avait un peu la totale quoi. Donc Le c'est meilleur vrai des que 2 mondes, quoi, c'est clair. voilà. Donc bon après bien sûr c'est pas évident d'arrêter des missiles de 120 km/h qui passent dans la tête, hein. C'est pas évident. Mais avoir les deux, c'était quand même assez intéressant. Et donc, pour moi, c'est vraiment. Mais c'est vrai que les gabarits classiques, c'est comme tu l'as dit, c'est des gabarits rectilignes, des grands gardiens, et des gabarits très. Pas filiformes, mais quand même plutôt fins. C'est-à-dire Mmh. plutôt longilignes, avec des bras très longs. Des bras très longs et des jambes très longues. Parce qu'il faut avoir la possibilité d'aller atteindre les coins et d'avoir une certaine explosivité. Voilà, j'espère que Micro Jaune, Après, le c'est pas Micro une Jaune vie, hein, aura tu te fais répondu à ta tirer dessus tout question. le temps, hein. Ah bordel! C'est pour ça que au collège et au lycée, quand on faisait du handball, jamais gardien de but, hein. C'était pas possible. J'étais pas c'est vrai que c'était autant en foot, j'étais gardien, autant en hand enfin les rares fois où on a fait du hand, j'étais pas gardien, je peux te dire. Ah non, mais personne veut faire gardien, hein, je t'ai à te dire, hein. Se faire mitrailler la gueule avec des ballons, c'est pas la joie quand même. En tout cas, merci le micro jaune pour ta question, merci d'avoir suivi l'émission et merci Mmh. pour tes C'est des gros bisous, félicitations. le micro jaune. On reviendra. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je t'invite du coup à nous suivre dans 2 semaines, puisque dans 2 semaines, on va vous annoncer la chose suivante. À partir maintenant de cette émission, et plutôt même de la suivante, plutôt, à partir de dans 2 semaines, donc la prochaine émission, Oui, donc du coup, la prochaine on émission, tout à fait. ce soir, c'est pas évident. Donc, lors de la prochaine émission, Courage. nous allons basculer dans les sports olympiques. Donc, on va parler des sports insolites olympiques. On en a un peu parlé avec le hockey sur gazon dans Mmh. l'émission précédente. Eh bien, on va maintenant totalement se consacrer aux Jeux olympiques. Et pour commencer, je trouve ta suggestion, puisqu'il faut savoir que nous, on alterne entre nos choix. C'est-à-dire que c'est une fois Damien qui choisit le sport, puis c'est moi, etc. Donc là, c'est le choix de Damien, et je trouve que tu as très bien fait d'avoir choisi notre prochain Zoom dans 2 semaines. On va parler de handi basket. Donc, on va parler de sport paralympique, pour le coup. Et je trouve que c'est un excellent choix. Alors, tu as aussi fait ce choix, on en a parlé hors antenne, mais tu as fait aussi ce choix parce que c'est quand même un des sports paralympiques où il n'y a pas tant de variantes que ça, donc on peut à peu près se concentrer correctement sur ce sport, quoi. Exactement et alors je vais juste teaser c'est un truc que je vais dire certainement dans 2 semaines quasiment mot pour mot et j'aurais oublié que je l'ai dit. Mais parmi les 12 millions de catégories, c'est vrai on a de l'athlétisme paralympique, de la natation paralympique et cetera et il y a tellement de catégories parce qu'effectivement les handicaps sont vraiment divers et variés, mais malheureusement comment dire? L'effet pervers, c'est que ça crée aussi beaucoup de catégories finalement où on se retrouve des fois avec 3 concurrents à peine. Donc le troisième qui est dernier, bah, finit automatiquement médaille de bronze. Donc Ouais, c'est ça. parmi tous ces sports, s'il y en a un seul, il y en a plusieurs heureusement, mais s'il y en a un seul que je peux vous inciter, qui peut vous servir vous de porte d'entrée à regarder, parce que malheureusement personne ne le fait, à regarder les Jeux paralympiques, et ben, commencez par le handi-basket. Déjà, si vous regardez l'épreuve de handi-basket, parce que pour le coup, c'est vraiment intéressant et vous avez un terreau que vous connaissez qui est celui effectivement du basket avec des variantes évidemment qu'on va vous expliquer dans 2 semaines. Eh bien, déjà d'une, vous allez du coup, comprendre sans Apprécié, ouais, trop de aussi. difficultés, Mm. mais de 2, vous allez voir et on va vous en parler dans 2 semaines, que c'est un sport qui est très bien organisé et qui pour nous en plus en France, on a quand même beaucoup de chance, qui est assez promu, à toute proportion gardée bien entendu, mais qui est assez bien promu, en tout cas assez bien suivi par la fédération qui en a la charge, qui est celle du basket. Mm. Eh bien, en tout cas, on va parler donc dans 2 semaines, on va donc parler de sport paralympique et on reparlera dans des baskets. On se retrouvera dans 2 semaines. Cher Damien, merci à toi d'avoir participé à cette émission sur le kendo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en rediffusion sur YouTube à partir de ce week-end, donc dimanche en général, et puis également en même temps, vous pouvez nous retrouver en podcast audio pour écouter l'émission avec vos casques et votre plateforme de podcast audio préférée. Damien,
Bonne soirée. À dans 2 Bonne semaines soirée à toi, bonne soirée à tous. pour parler d'Andy Basket. Allez, à la prochaine. Tchuss!